Ma mère a utilisé sa clé pour installer ma sœur sans emploi dans ma maison. J'ai appelé le 17 et elles ont été arrêtées pour violation de domicile. 2 jours plus tard, ma mère est revenue avec un serrurier, et je l'ai fait arrêter de nouveau. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que faire trop confiance à sa famille peut coûter plus cher que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 34 ans et j'ai construit ma vie autour de l'indépendance, car j'ai appris très tôt que la paix n'existe que lorsqu'on protège son propre espace. J'ai travaillé dur pour vivre seul, pour contrôler mon foyer et pour croire que les personnes les plus proches de moi ne franchiraient jamais une limite une fois qu'elle aurait été clairement tracée. Cette conviction s'est effondrée le soir où j'ai passé ma porte d'entrée et vu des sacs inconnus appuyés contre mon mur, des chaussures inconnues alignées près de mon entrée, et des boîtes placées soigneusement à côté de mes meubles, comme si quelqu'un avait calmement décidé que ma maison ne m'appartenait plus uniquement à moi. Ma poitrine s'est serrée quand j'ai réalisé que ma mère avait utilisé sa clé pour amener ma sœur sans emploi dans ma maison sans ma permission, non pas pour une visite, non pas pour discuter, but pour s'installer comme si elles avaient le droit d'y vivre. Je me suis tenu au milieu de mon salon et j'ai dit, sans élever la voix, « Vous ne pouvez pas vivre ici. C'est ma maison. » Ce que j'ai reçu en retour n'a été ni de la peur, ni des excuses, ni de la honte, mais une attente silencieuse, comme si ce dénouement avait déjà été décidé. J'ai pris mon téléphone, mes mains stables même si mon cœur ne l'était pas, et j'ai dit à l'opérateur, « Il y a des gens dans ma maison qui sont entrés sans mon consentement, et ils refusent de partir. » La police est arrivée, leur voix basse, leur mouvement calme, et je suis resté dans le couloir à les regarder se faire escorter hors de la vie que je m'étais construite. Je pensais que c'était fini. Mais 2 jours plus tard, je me suis réveillé au son d'un métal aigu qui grattait contre ma porte d'entrée. Et quand j'ai vérifié la caméra de sécurité, j'ai vu ma mère dehors avec un serrurier. Je l'ai regardé manipuler ses outils dans ma serrure comme si c'était permis, comme si c'était normal, comme si on ne lui avait jamais dit non. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas paniqué. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé l'appel calmement, car à ce moment-là, j'avais compris une chose très clairement, certaines personnes n'arrêteront jamais, à moins que vous ne les y forciez. Si quelqu'un a déjà franchi vos limites simplement parce qu'il partage votre sang, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et partagez votre histoire dans les commentaires. Ce qui s'est passé ensuite a été bien pire que vous ne l'imaginez. Des années avant que tout ne s'effondre, ma vie s'éloignait déjà des gens qui m'avaient élevé. L'indépendance n'est pas venue d'une décision soudaine. Elle a grandi lentement, au fil des années où j'ai appris ce qui arrivait quand je comptais trop sur les autres. J'ai vu des promesses se briser, des attentes changer et l'affection se transformer en obligation. Alors, j'ai commencé à construire une vie qui n'appartenait qu'à moi, un pas tranquille à la fois. J'ai travaillé de longues heures, économisé chaque euro supplémentaire, renoncé au confort, évité les raccourcis et choisi la solitude plutôt que la dépendance, parce que la solitude me semblait honnête. La distance entre moi et ma mère, Nathalie, ne venait pas de la colère. Elle venait d'une pression qui n'a jamais eu de nom. Chaque question ressemblait à une inspection, chaque suggestion à une instruction, et chaque silence à une déception, soigneusement enveloppée d'inquiétude. Je me surprenais à mesurer mes mots en sa présence, à ajuster mes choix, à rétrécir des parties de ma vérité juste pour que l'air ne devienne pas lourd. Ma sœur, Laura, avait toujours existé en marge de mon monde, assez proche pour voir ce que je construisais, assez distante pour le méprendre complètement. Elle avançait dans la vie comme si quelque chose finirait par la rattraper, quelque chose arrangerait les choses pour elle, quelque chose arriverait à temps. J'ai appris à ne pas parler de mes progrès, car tout succès s'installait entre nous comme une accusation silencieuse qu'aucune de nous ne voulait nommer. Il n'y avait pas de dispute hurlante, pas de querelle dramatique, seulement une tension silencieuse qui vivait dans de longues pauses, des regards de côté et des conversations qui se terminaient trop tôt. Au moment où j'ai acheté ma maison avec mes propres économies, je n'avais plus envie de célébrer. Je l'ai traité comme une étape personnelle, car le bonheur semblait fragile dans un foyer où le contrôle se déguisait souvent en bienveillance. Le double des clés n'a jamais été une question de confiance au sens romantique de la proximité familiale. Le soir où je le lui ai remis, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai énoncé les conditions clairement, sans hésitation, sans sourire, sans paroles réconfortantes. Cette clé était destinée aux urgences, uniquement les vraies urgences, les moments où je ne pouvais pas être jointe, où quelque chose de grave s'était produit, où attendre n'était pas une option. Elle n'était pas pour les visites. Elle n'était pas pour la commodité. Elle n'était pas pour des décisions qui ne lui appartenaient pas. Elle a tenu la clé silencieusement dans sa paume, a hoché la tête une fois et n'a rien dit d'autre. À l'époque,
Le silence m'a semblé être un accord. Je croyais que les limites avaient enfin été comprises. Je ne savais pas que comprendre et accepter ne sont pas la même chose. 2 mois avant que tout n'explose, l'air autour de ma vie a commencé à se sentir plus lourd, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer immédiatement. Je n'ai pas appris la situation de logement de Laura par maman, et je ne l'ai pas entendue de Laura elle-même. L'information m'est parvenue par un parent qui l'a mentionné nonchalamment au cours d'une conversation qui n'avait rien à voir avec un conflit familial, ce qui, d'une certaine manière, l'a rendue plus réelle et plus alarmante à la fois. On m'a dit que Laura n'avait plus de logement stable, non pas comme un ragot, non pas comme un avertissement, mais comme un fait discret, le genre de vérité qui reste au fond de votre esprit, peu importe à quel point vous essayez de l'ignorer. Laura ne m'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de message pour demander de l'aide. Elle ne s'est pas présentée à ma porte pour demander la permission. Au lieu de cela, sa présence est apparue autour de moi sans qu'elle n'entre jamais, comme une ombre qui s'étire lentement sur un mur jusqu'à ce que vous remarquiez qu'elle est déjà là. Je l'ai ressenti dans la façon dont maman a commencé à venir plus souvent, non pas pour passer du temps avec moi, non pas pour parler de ma vie, mais pour parcourir mon espace avec des yeux qui étudiaient au lieu d'admirer. Maman a commencé à traiter ma maison comme un lieu qui nécessitait une évaluation plutôt que du respect. Elle a ouvert des portes que je gardais habituellement fermées. Elle se tenait silencieusement dans le couloir plus longtemps que nécessaire. Elle regardait la chambre d'amis d'une manière qui me faisait légèrement crisper la peau, même si elle n'avait encore rien dit ouvertement. Sa voix restait douce, mais son intention commençait à paraître plus forte que ses mots. Un après-midi, alors qu'elle se tenait près de l'entrée de la chambre d'amis, elle a dit quelque chose qui semblait simple en surface, mais lourd en profondeur. Elle a regardé calmement autour d'elle et a dit, « Personne ne devrait vivre seul dans une maison comme celle-ci. » Le ton était doux, mais il y avait quelque chose dans cette phrase qui a déplacé l'équilibre de la pièce. Ce n'était pas une suggestion. Cela ressemblait à un test. Je n'ai pas argumenté. Je ne l'ai pas accusé de planifier quoi que ce soit. Je n'ai pas élevé la voix ni ne l'ai défié à ce moment-là, car je comprenais que les véritables intentions sont rarement révélées lorsque quelqu'un se sent menacé. Au lieu de cela, j'ai commencé à l'observer plus attentivement, remarquant à quelle fréquence son regard revenait aux mêmes espaces, à quelle fréquence elle mentionnait la sécurité, la solitude et la responsabilité dans des conversations qui n'étaient jamais censées porter sur ces sujets. Plus cela continuait, plus je commençais à sentir qu'il ne s'agissait plus d'inquiétude. Cela ressemblait à une préparation. Cela ressemblait à un positionnement. Cela ressemblait à de petits mouvements faits discrètement avant qu'une décision plus importante ne soit imposée au grand jour sans mon consentement. À la fin de cette période, j'ai compris quelque chose d'important. Même si je n'avais pas encore de preuves, l'attention que maman portait à ma maison ne venait plus de l'amour ou de la protection. Elle venait d'une direction que je n'avais pas acceptée et d'un plan auquel on ne m'avait jamais demandé de participer. Peu de temps après, lors d'un voyage d'affaires, j'ai commencé à ressentir un malaise familier, le genre de sentiment qui apparaît généralement juste avant que quelque chose ne s'effondre discrètement. Le voyage lui-même était lié à l'immobilier, une série d'évaluations de propriétés que je gérais depuis des semaines, ce qui signifiait de longues inspections, de la paperasse et des déplacements constants entre des bâtiments qui se ressemblaient tous mais exigeaient des niveaux d'attention différents. J'avais prévu de rester plus longtemps pour tout terminer correctement, mais la pression inconfortable dans ma poitrine devenait plus forte chaque nuit, alors j'ai décidé de rentrer plus tôt sans prévenir personne. Quand j'ai ouvert ma porte d'entrée, l'air à l'intérieur de la maison semblait étranger, même si rien ne paraissait visiblement détruit. Il y avait des boîtes empilées près du mur que je savais ne pas m'appartenir, des sacs près de l'entrée qui n'avaient jamais été là auparavant, et des objets placés avec soin, comme si quelqu'un avait planifié leur position plutôt que de les laisser tomber à la hâte. L'arrangement était calme, presque respectueux, ce qui, d'une certaine manière, rendait la situation plus invasive au lieu de moins. Je me suis avancé à l'intérieur à pas lents, essayant de comprendre comment tout pouvait sembler occupé sans paraître chaotique. Et c'est à ce moment-là que Laura est apparue. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle n'avait pas l'air honteuse. Sa posture était détendue d'une manière qui suggérait qu'elle croyait avoir parfaitement le droit d'être là. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans ma maison, non pas d'une voix forte, non pas d'un ton désespéré, mais avec la pression silencieuse de quelqu'un qui essaie de garder le contrôle de sa propre réalité. Elle m'a regardé et a dit, « Maman a dit que c'était déjà réglé. » Cette phrase est restée en suspens dans l'air plus longtemps que tout ce qu'elle aurait pu dire, car elle ne répondait à rien tout en expliquant tout en même temps. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas un malentendu, pas une erreur, pas une faveur familiale gênante,
mais une décision qui avait été prise sans ma présence, ma permission ou mon consentement. En parcourant davantage ma propre maison, j'ai commencé à remarquer à quel point les changements étaient précis. Mes affaires avaient été légèrement déplacées pour faire de la place. Des tiroirs avaient été réorganisés. Un espace libre que j'avais intentionnellement gardé vide avait été préparé pour servir un autre but. La clarté m'a frappé lentement, non pas comme de la peur, mais comme quelque chose de plus vif, car j'ai réalisé que la clé d'urgence que j'avais donnée pour la protection avait été utilisée comme un outil d'accès, non de sécurité. Je ne suis pas tombé dans de vieilles émotions. Je ne me suis pas effondré sous le choc. Je n'ai pas paniqué comme j'aurais pu le faire autrefois. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était une compréhension nette et maîtrisée que mon intimité m'avait été enlevée d'une manière qui ne pouvait pas être expliquée comme de la bienveillance. Ma maison était devenue un espace partagé sans mon accord, et c'était une violation que je ne pouvais ni ignorer ni adoucir. Laura se déplaçait dans l'espace, touchant nonchalamment les surfaces, ajustant les objets, se comportant comme quelqu'un qui avait déjà emménagé plutôt que quelqu'un qui attendait une approbation. J'ai observé la façon dont elle plaçait ses affaires sans demander, la façon dont elle marchait sans hésitation, la façon dont elle parlait sans se soucier des réactions. À cet instant, j'ai compris que la clé n'avait jamais été pour les urgences. Elle était devenue une autorisation silencieuse que je n'avais jamais eu l'intention de donner. Je suis resté là sans crier, sans supplier, sans implorer la raison, parce que le respect ne réside pas dans les disputes quand la limite a déjà été franchie. Ce qui importait n'était pas la conversation. Ce qui importait, c'était la ligne qui avait été franchie sans hésitation. Au moment où j'ai quitté cette pièce, mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis longtemps, car je savais que ce qui allait suivre ne concernerait pas l'émotion, la famille ou le compromis, mais la propriété, le contrôle et une ligne qui ne pouvait plus être considérée comme négociable. Le lendemain matin, j'ai réalisé que j'en avais fini de négocier. Je me tenais dans le salon face à maman, sans la douceur que je portais habituellement chaque fois qu'elle dépassait une limite, car quelque chose en moi avait basculé pendant la nuit vers une clarté qui semblait plus lourde que la peur mais plus stable que la colère. Je lui ai dit que la propriété n'était pas un sentiment, ni une suggestion, ni une idée flexible façonnée par le sang ou l'histoire, mais une réalité légale et personnelle que personne n'était autorisé à toucher simplement parce qu'il partageait mon nom de famille. Puis je lui ai demandé de partir d'une voix qui ne s'est ni élevée ni n'a tremblé. Laura est entrée lentement dans la pièce, portant le genre d'insatisfaction qui étirait le moment plus longtemps que nécessaire, utilisant des soupirs discrets et des expressions blessées pour faire pression sur moi au lieu d'offrir de vrais mots, créant une tension émotionnelle intense qui enveloppait l'air comme quelque chose de physique plutôt que de verbal. Elle a parlé de la famille d'une manière qui traitait la culpabilité comme une obligation, rendant l'espace suffocant au lieu d'être propice à la conversation. Tandis que je restais immobile et refusais d'adoucir les limites que j'avais déjà énoncées à voix haute, je leur ai dit clairement que la clé d'urgence n'était pas une permission, ni un accès, ni une porte ouverte au confort ou à la supposition, expliquant qu'elle existait pour le danger, uniquement pour une menace réelle, pour des situations où la vie ou la sécurité étaient en jeu, pas pour la commodité, le contrôle ou des décisions silencieuses prises en mon absence. J'ai dit que l'utiliser sans crainte ni consentement n'était pas aider un membre de la famille. C'était une violation de domicile. Et le mot est resté en suspens dans la pièce d'une manière qui ne pouvait être reprise. L'idée d'appeler le 17 n'est pas venue comme une panique. Elle est arrivée comme un processus lent et délibéré qui a traversé la culpabilité, la mémoire, l'hésitation, la loyauté, la peur, et quelque chose de plus profond que je ne m'étais pas permis de ressentir auparavant, qui était le soulagement. J'ai pensé à tout ce que j'avais compromis par le passé pour éviter les conflits, à la fréquence à laquelle j'avais ravalé mon propre malaise pour préserver une paix qui n'a jamais été réelle, à la façon dont l'idée de composer ces numéros semblait être à la fois une trahison et une survie. Mes mains n'ont pas tremblé quand j'ai tenu le téléphone, pourtant ma poitrine semblait porter chaque dispute que j'avais évitée au fil des ans, chaque excuse que j'avais faite pour des choses qui n'étaient pas de ma faute, chaque moment où j'avais laissé le silence remplacer la vérité parce que cela semblait plus sûr à l'époque. J'ai réalisé que garder le silence ne m'avait jamais protégé. Cela ne leur avait appris qu'à s'immiscer davantage dans mon espace avec confiance. Quand la police est arrivée, leur voix était calme, leurs mouvements mesurés, et leur présence portait le poids neutre qui vient avec une autorité qui ne prend pas parti immédiatement. Ils ont demandé à voir des documents, ont examiné les titres de propriété, ont vérifié les identités tranquillement, et ont parlé à chacune de nous séparément sans élever la voix ni porter de jugement visible, créant une étrange immobilité qui a rendu la situation officielle d'une manière que les mots seuls n'auraient jamais pu faire. Un officier a expliqué à maman qu'entrer sans consentement entraînait des conséquences juridiques,
même lorsque la famille était impliquée, choisissant des mots qui sonnaient comme une mise en garde plutôt qu'une punition, ce qui a donné l'impression que le moment était inachevé plutôt que résolu. Il n'y a pas eu de menottage, pas d'expulsion spectaculaire, pas de conséquences finales, seulement un avertissement formel qui flottait dans l'air comme une horloge qui venait de commencer à tourner au lieu de s'arrêter. Quand ils sont partis, la maison semblait plus grande, plus silencieuse, plus lourde et plus honnête, parce que quelque chose de fondamental avait changé en moi qui ne pouvait être défait par des excuses ou des promesses. Et j'ai compris que ce n'était la fin de rien, seulement la première fois que je me choisissais sans demander la permission. 2 jours plus tard, le son qui m'a réveillé n'avait rien de dramatique, mais il semblait anormal, d'une manière qui a fait réagir mon corps avant que mon esprit ne comprenne. Du métal a d'abord tapoté doucement, puis a gratté le long du cadre de ma porte d'entrée avec des mouvements lents et prudents qui n'avaient rien à voir avec un accident ou une coïncidence. Je suis resté immobile dans mon lit pendant quelques secondes, fixant le plafond tandis que les battements de mon cœur s'accéléraient dans mes oreilles, essayant de décider si j'imaginais le bruit ou si quelqu'un était vraiment dehors en train de toucher ma porte. J'ai attrapé mon téléphone sans allumer la lumière, j'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai affiché le flux vidéo en direct du porche. L'image était claire car le détecteur de mouvement avait déjà allumé la lumière. Maman se tenait près de la porte, sa posture calme, les bras nonchalamment croisés sur sa poitrine. À côté d'elle se trouvait un homme que je n'avais jamais vu, accroupi bas avec une petite mallette noire ouverte près de ses genoux. Ses mains manipulaient de fins outils métalliques qui se glissaient dans la serrure avec une confiance qui venait de la pratique, non de la curiosité. Maman n'avait pas l'air nerveuse, pressée ou sur la défensive. Elle avait l'air patiente, comme si elle attendait la fin d'une réparation plutôt que de se tenir à quelques centimètres de commettre un crime. Cette confiance tranquille m'a fait plus peur que les outils. Il n'y avait pas de cris, pas de dispute, pas de supplication, seulement le son du métal travaillant contre le métal. J'ai traversé lentement le couloir, contrôlant mes pas pour que le sol ne me trahisse pas. Je suis resté assez loin de la porte pour ne pas être vu, mais assez près pour sentir la vibration chaque fois que les outils grattaient le mécanisme. Mes mains semblaient lourdes en tenant le téléphone, mais je savais ce que je devais faire. Quand j'ai appelé le 17 la 2e fois, ma voix n'a pas tremblé au début. Elle semblait stable dans ma gorge, presque exercée, alors que je donnais mon adresse et expliquais que quelqu'un essayait activement d'entrer chez moi. Mes doigts n'ont commencé à trembler qu'après que l'opérateur m'a demandé qui pouvait être la personne à l'extérieur. Prononcer le mot « mère » à voix haute, c'était comme enfoncer une lame dans ma propre poitrine. La familiarité de dénoncer quelqu'un qui m'avait autrefois tenu la main quand j'étais enfant me nouait l'estomac. Pourtant, la peur de ce qu'elle faisait me poussait à continuer. L'opérateur m'a demandé de rester en ligne. Je suis resté silencieuse tandis que les bruits à la porte devenaient plus délibérés. L'homme a changé de position et a ajusté ses outils. Maman s'est approchée de lui, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Son visage n'a jamais changé. Des lumières rouges et bleues ont peint la façade de ma maison en lents éclats avant même que j'entende les sirènes. Cette fois, l'arrivée semblait plus pesante. Les ordres sont venus de voix tranchantes, amplifiées par la rue silencieuse. J'ai regardé à travers le flux de la caméra les officiers se déplacer rapidement, armes au poing, ordonnant à l'homme de laisser tomber ses outils et de s'allonger face contre terre. Il s'est figé une fraction de seconde avant d'obéir, les bras tendus et la joue pressée contre le béton. Maman a été éloignée de plusieurs pas de la porte. Un officier gardait une main légère mais ferme sur son bras tandis qu'un autre parlait dans une radio et commençait à écrire sur un porte-bloc. Il n'y avait pas de ton amical cette fois, pas d'avertissement désinvolte, pas d'explication douce. Tout se déroulait comme une machine qui avait finalement été passée à une vitesse supérieure. Je suis resté derrière la porte verrouillée pendant que tout se déroulait. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas ouvert la serrure. Je suis resté là, écoutant des voix étouffées à travers le bois épais, écoutant le bruit du papier qui se froisse et d'un stylo qui gratte pendant que quelque chose d'officiel était créé en mon nom. À travers la caméra, j'ai vu maman parler fermement, toujours calme, toujours convaincue que ce qu'elle faisait relevait de ses droits. Son visage montrait de l'irritation plutôt que de la honte. À cet instant, quelque chose en moi a changé sans cérémonie. Il n'y a pas eu d'explosion d'émotion, pas de pensée dramatique. J'ai compris tranquillement et complètement qu'elle n'allait pas s'arrêter. Ce n'était pas un malentendu qui pouvait être expliqué. Ce n'était pas une erreur née de l'inquiétude ou de la préoccupation. C'était un schéma qui avait franchi la ligne du danger. Je suis resté immobile jusqu'à ce que les lumières s'estompent et que les bruits des portières se fermant résonnent dans la rue.
Ce n'est qu'alors que j'ai abaissé le téléphone de mes mains tremblantes et que j'ai de nouveau respiré à fond. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti de la clarté, et cette clarté était plus froide et plus lourde que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Une semaine plus tard, j'ai cessé de croire que le silence signifiait la paix, car le silence a commencé à me sembler être un endroit où les plans pouvaient se cacher. J'ai commencé à trier les derniers objets qui avaient été laissés, non pas parce que je voulais les conserver, mais parce que j'avais besoin de supprimer toute trace qui ne m'appartenait pas. À l'intérieur d'une fine boîte en carton qui avait été poussée au fond d'un placard de couloir, j'ai trouvé une enveloppe scellée qui ne portait pas mon écriture. Le papier semblait plus lourd que la normale, le genre de poids qui a tendu mes doigts avant même que je l'ouvre. À l'intérieur se trouvaient des formulaires imprimés portant mon nom, mon adresse, ma signature et des descriptions d'une autorisation de résidence à long terme que je n'avais jamais demandé ni approuvé. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était un malentendu. Mais plus je regardais les lignes, l'espacement et les traits en boucle en bas, plus il devenait clair que l'écriture n'était pas la mienne. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat, maître Daniel Lefebvre, car cela ne ressemblait plus à un problème familial qui pouvait être résolu tranquillement par la discussion. À partir de ce moment, je ne l'ai plus appelé que Daniel, car j'avais besoin de quelqu'un qui voyait cela comme une affaire de droit, pas d'émotion, et j'avais besoin de quelqu'un qui n'adoucirait pas les contours de ce qui se passait. Daniel s'est assis en face de moi en silence pendant qu'il examinait chaque page, se déplaçant plus lentement à chaque document, et la façon dont sa mâchoire se crispait m'en disait plus que n'importe quel mot. Il m'a expliqué que si ces papiers avaient été déposés, même partiellement, quelqu'un aurait pu soutenir que j'avais donné l'autorisation légale à une autre personne d'établir sa résidence dans ma maison, ce qui aurait pu ouvrir la porte à des litiges de propriété qui auraient pu prendre des années à démêler. Il m'a dit que dans des situations comme celle-ci, le silence est souvent la réponse la plus dangereuse, car il permet aux faux documents de prendre racine dans les systèmes juridiques avant même que le véritable propriétaire ne se rende compte que quelque chose a été semé. Il a expliqué qu'il ne s'agissait plus de sentiments blessés, de confiance brisée ou de limites émotionnelles, mais de protéger la propriété, l'intention et le contrôle juridique sur ce que j'avais construit par mes propres efforts. En écoutant, quelque chose a changé en moi, car j'ai enfin vu clairement la forme de toute la situation. Il ne s'était jamais agi de laisser Laura rester un moment. Et il ne s'était jamais agi pour maman d'essayer d'aider comme le font parfois les parents. C'était un mouvement lent et délibéré vers le contrôle, un mouvement qui reposait sur la culpabilité, la pression et les suppositions plutôt que sur la permission ou la vérité. J'ai senti quelque chose de stable remplacer la confusion dans ma poitrine, car j'ai compris que s'ils avaient réussi, je me serais peut-être réveillé un jour dans une maison qui ne m'appartenait plus légalement comme je le croyais, empêtré dans des salles d'audience au lieu de couloirs, essayant de prouver que ma vie m'avait été prise sans mon consentement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de conversation, plus d'explications et plus de tentatives de réparer quelque chose qui n'avait pas été brisé par accident. J'ai cessé de répondre aux messages. J'ai cessé de prendre les appels. J'ai cessé de laisser place au doute dans mon propre esprit. Avec les conseils de Daniel, j'ai commencé à préparer des documents officiels qui protégeraient la propriété, bloqueraient toute tentative de déposer des demandes de résidence et créeraient un dossier juridique clair indiquant que je n'avais jamais accordé la permission à quiconque d'acquérir des droits sur ma maison. J'ai suivi chaque étape avec soin, car ce n'était plus un travail émotionnel. C'était un travail structurel conçu pour protéger les fondations de ma vie. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, je ne me sentais plus petite ou confuse, car la clarté avait remplacé l'hésitation et la préparation avait remplacé la peur dans ma poitrine. Un sentiment de contrôle tranquille s'est installé dans mes pensées, me donnant de la stabilité au lieu de la panique, de la certitude au lieu de la confusion, et une direction au lieu du doute. J'ai compris que quoi qu'il arrive ensuite, cela ne me prendrait pas au dépourvu, car je ne réagissais plus simplement à leurs actions. Je construisais activement des limites qui ne pouvaient être franchies discrètement ou démantelées dans l'ombre. Plusieurs mois plus tard, la vie ne semblait plus fragile entre mes propres murs. Elle semblait calme, structurée et délibérée. Ce calme ne venait pas du pardon, de la clôture ou de la réparation émotionnelle. Il venait de la paperasse, des signatures au tribunal et du genre de langage juridique qui ne laisse aucune place à la négociation. Maman a fait face à des sanctions administratives après que le deuxième incident documenté a été entièrement examiné. Le résultat n'était pas symbolique. Elle a reçu des sanctions formelles, il lui a été légalement interdit d'approcher ou d'interagir avec toute propriété liée à mon nom, et a perdu de façon permanente tout droit de demander, déposer ou interférer dans les décisions liées au logement qui me concernaient.
Il n'y a pas eu de scène dramatique dans ce processus, seulement des formulaires, des audiences, des vérifications et une suppression constante d'influences qui n'avaient aucune voie de retour. Laura a été forcée de quitter la ville discrètement, sans la capacité d'établir sa résidence ou de continuer une présence illégale. Elle n'avait aucune protection, aucune structure sur laquelle s'appuyer et aucune voie restante pour rester à proximité. La réalité qui l'a suivie était simple et sans protection. Elle a dû résoudre sa propre vie sans autorité empruntée, sans accès caché, sans quelqu'un pour parler en son nom. Je n'ai pas suivi où elle est allée. Je n'en avais pas besoin. La distance a créé sa propre forme de conclusion. À l'intérieur de la maison, tout a changé physiquement. J'ai remplacé chaque serrure. J'ai renforcé chaque point d'entrée. Le système de sécurité a été repensé et étendu. Des caméras couvraient des angles dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin quand j'ai acheté la maison. La détection de mouvement est devenue multicouche. Les alertes sont devenues instantanées. L'accès est devenu unique. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai établi des limites juridiques claires qui existaient sur papier et dans les registres officiels, de sorte qu'aucune réclamation, aucune signature, aucune tentative de résidence ne puisse être tentée discrètement à nouveau. Ce processus a changé quelque chose en moi qui ne pouvait être inversé. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille signifiait la tolérance, la patience et l'endurance émotionnelle. J'ai appris que l'empathie sans protection permet aux gens de franchir les limites sans crainte. J'ai appris que permettre un accès répété au nom du sang crée un danger qui grandit en silence. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont une structure. Elles sont la sécurité. Elles sont le respect de soi. Aucune relation, aucun titre, aucune histoire partagée ne justifie la suppression de votre droit de vous sentir en sécurité là où vous vivez. Se protéger n'est pas une trahison. C'est une responsabilité.